Nous allons donc désormais ouvrir le troisième panel sur le thème des taux bas aux taux négatifs, comment investir et assurer de manière soutenable. Et j'invite donc les intervenants de cette troisième table à monter. Monsieur Félix Soufeld, Monsieur le ministre Pierre Gramegna, Madame Agnès Benassi-Kéré, Monsieur Bernard Delas et Monsieur Xavier Larnaud-Dieffel en sa qualité de modérateur. La tâche n'est pas facile pour ce panel, d'abord parce qu'on nous a donné collectivement une question que je trouve absolument impossible à traiter et à répondre. Deuxièmement, parce que si une réponse à la question existe, c'est peut-être plus la salle qui devrait la donner que les participants à cette table ronde. Comment investir et assurer dans un nouvel environnement. Et enfin, parce que je dois dire qu'entre les travaux de ce matin, où les tables rondes étaient extrêmement actives, et le discours extrêmement approfondi et détaillé du ministre Bruno Le Maire, on peut avoir le sentiment qu'il y a déjà des pistes qui ont été faites. Alors, cela dit, il s'est passé quelque chose quand même cet été, et pas seulement, enfin, nos amis qui ne résident pas en France le savent, les Français et même les dirigeants de compagnies d'assurance prennent souvent des vacances au mois d'août. Et cette année n'a pas fait exception. Ils sont partis en vacances. Et quand ils sont rentrés, j'en témoigne, eh bien, Gabriel aussi, puisqu'on en a parlé assez vite ensuite en septembre à Francfort, ils ont eu un choc. Et le choc, il a été causé par ces excellents reportings anticipatifs dont Solvabilité 2 nous a rendu coutumiers et qui montraient que, compte tenu de la baisse en territoire négatif d'une grande partie des taux d'intérêt, eh bien, les perspectives à moyen long terme, à 5-10 ans, un peu plus, de l'industrie de l'assurance et notamment de l'assurance vie, étaient au moins préoccupantes. Et donc, il y a eu un effet choc, un effet réveil. Et comme le montrent les travaux d'aujourd'hui, cette préoccupation des taux bas, ce n'est pas comme les tables rondes de ce matin, le traiter avec talent, un univers d'incertitude. C'est une donnée. C'est là, c'est comme ça. Et si s'est passé quelque chose cet été, c'est peut-être que, et vous le commenterez, notre état d'esprit a changé, que désormais, cette situation de taux très bas et négatif nous apparaît comme structurelle, au moins durable, même si elle n'est pas forcément normale. Alors, il nous a paru intéressant de rassembler pour évoquer les conséquences de cette situation et nous aider tous à réfléchir, et donc vos questions seront les bienvenues, si le temps qui nous reste nous le permet, mais on va essayer de s'y conformer, de réunir des points de vue qui sont là pour nous éclairer. Les points de vue de l'économiste, Agnès Benassi-Kéré, que vous connaissez tous, professeur à la Sorbonne, et membre de divers comités, mais elle ne s'exprimera pas à ce titre aujourd'hui, elle le fera en tant qu'économiste indépendante. Le ministre Pierre Gramegna, à qui je donnerai la parole le premier, parce que je sais que compte tenu de son emploi du temps extrêmement chargé et du petit décalage qu'on a dans l'horaire, il devra nous quitter assez vite maintenant, mais qui nous a déjà communiqué ses vues aussi ce matin. Et donc ça, c'est le point de vue des gouvernements, si je puis dire. Et puis les points de vue des régulateurs. Et là, on a le privilège, la chance d'avoir les régulateurs allemands et français en présence du régulateur européen. C'est juste parfait. Et donc, je vais demander à chacun, à leur tour, de nous dire ce que sont pour eux les principales conséquences sur l'économie en général. Évidemment, le secteur financier en particulier et aussi l'assurance en premier lieu de cette situation avant que nous n'essayions de voir ensemble et avec votre aide si cette situation appelle des adaptations et si oui, lesquelles. Monsieur le ministre Gramegna. Merci beaucoup pour cette introduction qui, je crois, nous donne un bon cadre. Je crois que je vais essayer de dire 2-3 choses qui nous permettent de peut-être dynamiser la discussion et puis avoir des réactions plus tard de la salle, même si je n'y serai plus, et en vous priant de m'excuser de devoir vous quitter peut-être avant la fin du débat. Je voudrais peut-être mettre les choses en perspective historique. Quand j'étais étudiant à Paris, le mot déflation, on ne l'apprenait même plus à l'école. On ne parlait que d'inflation. Les taux étaient à double chiffre. Et c'est dans ce contexte
que l'on a fixé, je pense, pour la Banque centrale européenne et puis pour les banques centrales des pays membres, des objectifs d'inflation beaucoup plus bas, parce qu'on considérait, et Dieu sait si on en a parlé dans les médias et à l'université et partout, que l'inflation, c'était un problème. Et donc on a fixé, et je crois qu'il faut se rappeler de cela, un taux de 2% qui paraissait, au moment où on l'a fixé, extrêmement bas. Et maintenant, 30 ans plus tard, on a un taux de 2% qui nous paraît extrêmement haut. C'est très bizarre. C'est extrêmement bizarre. Alors, Jacques de Larosière a très intelligemment dit ce matin, il faudrait peut-être réviser ce taux à la baisse, semble-t-il. Et rendez-vous compte, d'ailleurs c'est la première fois que j'entends parler de ça, si on révisait à la baisse le taux à ne serait-ce que 1%, toute l'argumentation de la Fed et de la Banque centrale européenne des dernières années, des 2 dernières années en tout cas, serait battue en brèche. Parce que Mario Draghi, pour qui j'ai une estime énorme, et je dirai après quelque chose sur la politique extraordinaire qu'il a faite, il nous dit on n'est qu'à 1,3. Et si on pouvait se mettre d'accord que 1,3, c'est très bien, alors on aurait déjà un élément fondamental qui justifierait un retournement de la politique des taux d'intérêt. Donc, je crois que l'idée de Jacques de Larosière, donc elle est de lui ce matin, moi je vais me la garder pour les prochaines années, parce que je crois que c'est très simple comme idée, et ça nous permet de mettre les choses en perspective. Je disais, deuxième chose, recul dans le temps, et Bruno Le Maire nous l'a confirmé, et d'ailleurs la Banque centrale européenne le dit, préparez-vous à des taux d'intérêt très bas encore pour le moyen terme, si ce n'est le long terme. À les entendre, pas Bruno Le Maire, mais les banquiers centraux, ils ont envie de nous dire, vous allez avoir des taux d'intérêt très bas pendant tout le siècle, débrouillez-vous. Alors, je pense que ce n'est pas rassurant et je pense que ce n'est pas correct. Pas correct intellectuellement et pas correct même par rapport à la dynamique des économies. Alors, rappelez-vous, il y a 10-15 ans, lorsqu'une banque centrale voulait augmenter ou baisser le taux d'intérêt, c'était un secret d'État. Parce qu'on disait qu'il faut éviter qu'il y ait des délits d'initiés, et donc, tout à coup, apparaissait une augmentation ou une baisse du taux d'intérêt de 0,25%. Et on faisait des enquêtes pour savoir s'il y avait des gens qui avaient effectivement triché. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est l'inverse, sans que quelqu'un d'ailleurs se pose la question. Pourquoi on a tellement changé ? On dit il faut de la prévisibilité. Et donc la prévisibilité, maintenant qu'on nous dit, elle m'inquiète. Parce que si la prévisibilité, c'est sur 1 an, 2 ans, 3 ans, on va avoir des taux d'intérêt bas, ça me va très bien. Mais de dire mais ça va durer très très longtemps, ce n'est pas raisonnable. Il est clair que lorsqu'il y aura retournement de la courbe, il faudra que ça évolue lentement. On est tous d'accord, je crois que nos amis américains nous l'ont montré. Ils se sont extrêmement bien débrouillés sur 2-3 ans pour passer de 0 quelque chose à 2, 2,5, ce qui est déjà un taux intéressant, sans qu'il y ait eu des conséquences dramatiques, ni sur le marché obligataire, ni sur l'économie américaine, qui ne s'est pas ralentie à cause de ça. Alors, tirons les leçons de l'expérience américaine, qui montre qu'on peut retourner la courbe sans avoir un ralentissement de l'économie. Vice-versa, ce n'est pas parce qu'on a maintenant abaissé les taux de 0,4 négatifs à moins 0,5 qu'on va stimuler ou ralentir l'économie. Donc maintenant, les désavantages des taux négatifs deviennent de plus en plus clairs. Et j'arrête là, c'est mon 3e point. On peut vivre avec des taux ultra bas à moyen terme. Ça commence à devenir très dur après 10 ans. Et c'est la situation dans laquelle on est, parce que la plupart des obligations sont sur 10 ans, c'est la durée standard. Pour la plupart des États, pour la plupart des emprunteurs privés. Et donc, la crise, elle date de 2008. 2018, on a eu 10 ans de taux bas. Maintenant, les refinancements, vous le savez mieux que moi, deviennent très difficiles et deviennent très coûteux. Donc, je pense que c'est un signal qu'il faut prendre au sérieux. Et donc, il faut vous écouter. Et puis, il faut bien sûr aussi comprendre, et je pense que la présentation de Bruno Le Maire était à ce titre tout à fait judicieuse et fascinante, que les entreprises d'assurance ont un rôle fondamental à jouer dans l'économie. Et donc ça, c'est Solvency 2. On a Gabriel Bernardino avec nous. Il y a là un défi extraordinaire. Et sur ce point de favoriser l'investissement de la part des sociétés d'assurance, une clé, c'est bien sûr de ne pas exagérer les ratios
quand les assurances achètent des actions ou financent de l'infrastructure. Ça, c'est certainement une chose. Et la deuxième chose, je le couplerai à ce que j'ai dit ce matin, au changement climatique. Donc, si on fait un cas particulier de l'investissement climatique, ce serait un peu plus réduit comme scope, comme on dit, comme périmètre, et essayons avec ça. Et là, nous avons en fait le cumul de deux critères. 1, plus d'investissement. 2, on organise la transition énergétique et le changement climatique. Je dirais que tous ces paramètres-là mis ensemble sont importants. Un dernier mot sur Mario Draghi, puisqu'il quitte ses fonctions. Il a quand même innové de manière absolument extraordinaire. Il a mis en place une politique très accommodante que les Américains avaient mise en œuvre avant nous et qui a marché, et il l'a fait à l'échelle de l'Europe. Donc on peut ne pas être d'accord sur la durée, des taux négatifs, etc. Mais essentiellement, il a modernisé la Banque centrale européenne, il faut lui en être reconnaissant. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous êtes allé presque un petit peu au-delà de ce qui était d'accord, mais c'est formidable parce que ça donne beaucoup de grains à moudre pour l'ensemble de notre table ronde. Et notamment, je suis très intéressé parce que vous avez commencé à dire que dans les facteurs qui permettent de s'adapter à cette situation nouvelle, il y a une responsabilité qui est ce qu'elle est, qui est forte de la politique monétaire, que tout n'est pas dit, vous l'avez commenté, et que sans rien remettre en cause de ce qui a été fait jusqu'ici, on n'est pas obligé pour autant de penser qu'il y a un paradigme durable pendant 10 ou 15 ans, ce qui est, je crois, quelque chose d'important. Puis ça nous permet de venir aussi sur l'idée que du côté des politiques économiques, et pas seulement de la politique monétaire, il y a peut-être des axes à trouver. Et là, je vais peut-être me tourner vers Agnès Persicheri, lui demander si en tant qu'économiste, d'abord quelle est sa vision de l'impact de ces taux très bas, négatifs, comment ils se diffusent à l'ensemble de l'économie et au secteur financier, et d'amorcer peut-être elle aussi quelques pistes sur les leviers qui peuvent exister à ça, dans sa vision. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors effectivement, moi mon problème aujourd'hui quand j'enseigne la macroéconomie à l'université Paris 1, c'est de trouver un étudiant qui sait ce que c'est que l'inflation. Parce qu'en fait, ils sont tous nés, il y avait déjà plus d'inflation. Voilà. Et donc cette année, je suis très contente parce que j'ai un étudiant vénézuélien. Et donc je lui dis, bon bah toi, tu expliques aux autres, moi j'y arrive pas. Et lui, il comprend très bien. Donc c'est étonnant à quel point les choses, effectivement, ont changé. Alors, peut-être juste pour rebondir, moi je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée d'entériner le 1% d'inflation. On dit c'est maintenant ça la norme. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une économie réelle, avec des entreprises qui vont bien, des entreprises qui vont moins bien, et on a besoin de cette inflation pour pouvoir réaliser les ajustements de prix relatifs. Une entreprise qui ne va pas très bien, elle va dire à ses salariés, bon, cette année, pas d'augmentation. Elle ne peut pas dire à ses salariés, cette année, moins 2%. Et donc, ça permet comme ça de mettre un peu d'huile, à la fois au sein d'un pays, entre les secteurs qui vont plus ou moins bien, ou les entreprises d'un même secteur, et entre pays. Parce que si on demande aux pays périphériques d'achever l'ajustement de leurs prix relatifs par rapport aux pays du cœur de la zone euro, mais ça va prendre 30 ans s'ils font ça sur 0,2% par an. Ou alors ils vont tomber en inflation négative et à ce moment-là, ils auront un alourdissement de leur dette et une situation complètement explosive. Donc, excusez-moi, mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec Jacques de la Rosière sur ce sujet-là. Alors, je pense que, si vous permettez juste aussi pour le débat, je pense que ce qui est vraiment intéressant dans le raisonnement de Jacques de la Rosière ce matin, c'est de nous faire comprendre que le 2% n'est pas sacro-saint. Alors, pourquoi 2 ou 1 ou 3 ? C'est comme le déficit dans le pacte de stabilité et croissance. On a dit 3, on aurait pu dire 4 et 2. Je crois qu'il ne faut pas avoir une doctrine sur un chiffre. Absolument. Sur cela, je pense qu'on sera d'accord. C'est la soupe de boucle d'or, ni trop chaude, ni trop froide. D'accord. Et si je puis me permettre, je crois que l'objectif de Jacques de la Rosière, c'était de dire, si on prend cette nouvelle vision, quel que soit le chiffre, sans dogme, comme le dit Pierre Garmignard, alors on se rend compte qu'on devrait aujourd'hui avoir une politique monétaire ni accommodante, ni restrictive, mais neutre. C'était un peu ça le raisonnement. Voilà. Mais alors, vous avez le devoir même d'avoir des la nature de ce que je vais vous dire, c'est qu'il ne faut pas s'en prendre à la Banque centrale. Je pense qu'elle est un peu une victime dans cette histoire. Donc j'avais quelques images à montrer, mais bon... Pourquoi pas? Non, mais Jacques de la Rosière n'a pas pu montrer ces images. D'accord. Bon. Alors je commence néanmoins. Ah voilà. Donc je m'exprime en effet en mon nom propre, et pas du tout au nom du Haut Conseil Stabilité Financière.
Alors, je voulais démarrer avec ce graphique R-G. Vous savez, Piketty vient de ressortir encore un livre, donc, mais dans une perspective différente. Donc, c'est la différence entre le taux d'intérêt et le taux de croissance. En bleu, c'est la zone euro, en orange, c'est l'Allemagne, et en gris, c'est la France. Et depuis 1996. Donc, bon, je mets de côté la crise 2008-2009, hein, puisque c'est pas que le taux d'intérêt est monté, c'est plutôt que la croissance s'est effondrée. Et c'est important de prendre les choses de cette manière-là. Taux de croissance moins taux d'intérêt, moins taux de croissance. Et on voit qu'on est sur une tendance décroissante depuis 1996 même. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que l'Allemagne, qui est la courbe orange, est dans le négatif depuis un certain temps. Alors, évidemment, ça a des conséquences qui sont tout à fait douloureuses pour une activité comme l'assurance, et notamment l'assurance vie, qui est que c'est un transfert des créanciers vers les débiteurs. Et donc, la meilleure manière de s'en sortir aujourd'hui, c'est d'arrêter d'épargner et de dépenser cet argent tout de suite et de profiter de la vie. Donc, c'est la première conclusion de ça. C'est voulu parce que l'idée, c'est en effet qu'une partie du pouvoir d'achat des créanciers qu'ils ont accumulé soit transférée aux débiteurs de manière à les aider, à ce qu'ils puissent réduire leurs dettes. Donc avec une croissance, donc le dénominateur du ratio dette sur PIB, le dénominateur croissant plus vite que le numérateur, chose que les Américains et les Anglais ont réussi beaucoup mieux que nous, hein, sauf jusqu'à une date récente. Et puis, ils ont peut-être aussi une propension à consommer ou investir ce pouvoir d'achat qui sera plus élevé que celle des créanciers, et donc ça va relancer l'économie. Donc l'idée, c'est en effet de relancer la consommation et l'investissement, et in fine d'atteindre un taux d'inflation. Alors Blanchard avait dit 4% en début de la crise, donc bon, on en est vraiment très loin. Alors évidemment, ça pose problème, et on peut être un peu goguenard sur ce qui s'est produit. D'abord, il y a le problème de l'économie politique. Ça sème la zizanie dans la zone euro, entre pays créanciers et pays débiteurs, parce qu'il y a dans l'ensemble des pays qui accumulent de l'épargne et d'autres qui accumulent des dettes, et donc évidemment, quand on prend de l'argent, enfin on ne le prend pas avec des taxes, mais ça revient un peu à ça. Il y a le concept en Allemagne, j'aimerais bien qu'on en discute, de épargnant pauvre. Donc l'épargnant pauvre, qui est un concept qui en France qui nous laisse perplexes, puisque le premier décile de revenu épargne peu. Donc l'épargnant pauvre, c'est cette espèce de contradiction, mais en tout cas c'est cette idée qu'on va, les épargnants modestes, disons, on va prendre dans leur épargne et dépenser à tout va cet argent. Du point de vue macroéconomique, ce n'est pas du tout évident que la consommation et l'investissement sont stimulés par cette opération. Je vais montrer deux images. Et donc, on se retrouve avec une inflation qui est basse, mais persistante, et l'inflation sous-jacente est inférieure à 1% aujourd'hui dans la zone euro, depuis un certain temps. Alors, comment expliquer tout ça? Et on le comprend si on comprend que les taux d'intérêt bas sont la conséquence et non pas la cause. Et les taux d'intérêt bas, ça vient du fait que dans le monde, il y a trop d'épargne, en particulier trop d'épargne pour les actifs sûrs, et pas assez d'investissement, et donc par la loi de l'offre et de la demande, les taux d'intérêt s'effondrent. Et du coup, ça déplace le sujet sur les autres politiques que la politique monétaire. La Banque centrale, elle fait que essayer d'atteindre son objectif, qui n'est pas forcément bon, mais ça, c'est celui qu'on lui a donné. Hein. Et ça déplace le débat vers d'autres politiques budgétaires. Je pense que la réforme en cours des retraites, bon, bien sûr, c'est un phénomène mondial, hein, donc il n'y a pas que la France, mais disons, donner plus de certitude aux ménages, enfin, disons, qu'ils aient moins d'incertitudes, ça leur permet de dégager, de réduire leur épargne de précaution. On l'a vu en Chine, où à l'inverse, les ménages épargnaient énormément parce qu'il n'y avait pas de système de sécurité sociale. Donc tout ce qui peut un peu sécuriser les ménages par rapport aux différents risques de la vie, c'est bon pour réduire l'épargne de précaution. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des projets d'études des enfants ou de, comment dit le ministre, de rénovation de la maison. Ça fait, donc, je mets aussi dans ces autres politiques les politiques dites structurelles, qui ont mauvaise presse en France, mais enfin quand même l'idée c'est de stimuler l'investissement des entreprises avec un contexte réglementaire, ça peut être le marché unique du numérique ou des choses comme ça. Et la fiscalité, qui a un rôle aussi important. Je suis un peu étonnée qu'en Allemagne, il n'y ait pas plus de débat sur la fiscalité sur les entreprises. Je vais y venir, parce que les entreprises ont accumulé beaucoup d'épargne dont elles ne savent pas vraiment quoi faire aujourd'hui.
Alors, juste deux images pour illustrer. Je peux encore ou... Oui, encore 2, très bien. Voilà. Ah non, mais j'ai encore après une proposition à faire. Donc, je vais aller très vite. Ouais. Non, avec plaisir. D'accord. Donc ça, c'est le taux d'épargne du secteur privé, juste le secteur privé. Je ne vais pas parler du secteur public pour ne pas fâcher. Juste le secteur privé. Bon, le taux d'épargne du secteur privé, bien avant la crise, en Allemagne, a pris 3 points de PIB, plus 3% du PIB. Sur la zone euro, c'est une croissance lente, et sur la France, il y a eu une diminution, mais qui n'est pas énorme. Je mets ça en regard de l'investissement privé brut. Et la courbe orange, c'est toujours l'Allemagne. Et on voit que, alors on pourrait dire, dans les années 90, il y avait trop d'investissements. Enfin, l'investissement en Allemagne était lié à une période post-réunification. Et donc, il était très élevé. Enfin, il a chuté de 3 points de PIB et il ne s'est pas, il n'est pas remonté. Donc, plus 3 sur l'épargne, moins 3 sur l'investissement, on a plus 6. On se demande pourquoi on a un excédent courant en Allemagne. Le voilà. Donc voilà, ça c'est un pays bien parmi d'autres, hein, mais le problème d'une certaine manière de l'économie mondiale, c'est ça. C'est de l'épargne en hausse, de l'investissement en baisse, et donc les taux d'intérêt baissent. Voilà. Alors à part, il y a le point de vue financier. Donc là, évidemment, on pourrait dire, ces taux d'intérêt très, très faibles, c'est pousse au crime. Hein. Quand le taux d'intérêt est inférieur au taux de croissance, plus je m'endette, plus je m'enrichis. Donc allons-y. Et on voit quand même que les entreprises françaises ont accumulé beaucoup de dettes. Et on ne sait pas trop si cette dette correspond forcément à des investissements très profitables. Alors, je vais aller très vite sur les régulateurs, parce qu'il y a des régulateurs ici. Donc, et plutôt pour aller sur la question qui me semble centrale, outre le déficit d'investissement, le déficit, l'insuffisance de ce qu'on appelle les actifs sûrs dans le monde. Donc aujourd'hui, on a les banques centrales, et la BCE s'y est remise, qui achètent à grande brassée ce qu'on appelle des actifs sûrs, c'est-à-dire des actifs bien notés, des obligations publiques d'État plutôt bien notées. Et malheureusement, la régulation est venue aussi pour encourager les banques, les assureurs, aussi d'acheter ces actifs sûrs. Et donc, la demande d'actifs sûrs, dans les années 2000, on disait que c'est les banques centrales, les pays émergents, mais maintenant, c'est tout le monde qui veut ces actifs sûrs. Et on a une source d'actifs sûrs qui est assez dynamique aux États-Unis, mais qui l'est beaucoup moins dans d'autres régions du monde. Et ça, c'est un problème, parce que ça fait chuter le taux d'intérêt des actifs sûrs, et après, tous les taux vont se fixer par rapport à celui-là qui a chuté. Alors, ça m'amène à mon sujet favori, qui est le système monétaire international, qui est toujours centré sur le dollar, alors qu'on a une économie multipolaire, avec de la croissance qui n'est pas spécialement aux États-Unis. Et dans les années 2000, on pensait que ce truc, on le savait déjà ça, et on pensait que ça se terminerait par une crise du dollar. Et en fait, ça se termine plutôt par ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire des taux d'intérêt extrêmement bas, et voilà, et c'est une autre manifestation du fait qu'on a un système monétaire international déséquilibré. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre les discussions au niveau zone euro sur actifs sûrs, eurobonds, et éventuellement des initiatives de budget. Alors, justement, j'y viens, et ça sera mon dernier point. Si on regarde le stock net de capital dans la zone euro, alors là, c'est toute l'économie, on n'a pas retrouvé en valeur réelle le niveau d'avant-crise. Donc, il nous manque à peu près, grosso modo, 200 milliards. C'est important d'avoir des ordres de grandeur en tête, parce que, donc, je vais venir en arrière. On pourrait avoir une vision angélique et se dire, il faut que les gouvernements qui le peuvent fassent de l'expansion budgétaire, ceux qui ne peuvent pas, ils ne le font pas, et puis tout ira mieux. Ça fait des années qu'on répète ça. Il ne se passe rien. La coordination des politiques budgétaires, ça ne marche pas. Et ça me fait penser à la politique monétaire. Avant d'avoir l'euro, on avait la coordination des politiques monétaires, on avait le système monétaire européen. Ça s'est terminé par une crise. Et on a dit, finalement, ça ne marche pas, on va faire une union monétaire. Eh bien, on est un peu en train de rejouer le même film avec la politique budgétaire. On a un système de coordination des politiques budgétaires qui ne marche pas, et on essaie à tout prix de continuer, mais enfin, finalement, peut-être il faut un étage budgétaire, disons, fédéral, c'est un grand mot, disons, un fonds qui permette... Alors, je pense que, et ça va réconcilier tout le monde, que la transition énergétique, c'est une chance de ce point de vue, parce que les Européens ont pris un engagement joint. Et le fait que ce soit un engagement joint, c'est absolument clé, parce que c'est une chance incroyable de pouvoir sortir de la politique du juste retour, de se dire « je mets 100, je veux 100 ». Là,
réduire les émissions de carbone, que ce soit en Grèce, en Espagne, en Allemagne. En France, on s'en fiche, ce qu'il faut, c'est les réduire de manière agrégée. Et donc, ça se justifie d'avoir un instrument européen. Mais il ne faut pas non plus être naïf. Souvent, les gens pensent que la finance va tout régler. Sans prix du carbone qui croît fortement, ça ne marchera pas, parce qu'évidemment, les investissements, on finira par se rendre compte qu'ils ne sont pas rentables. Et donc, le risque aujourd'hui, c'est de créer une bulle verte, une bulle financière verte, parce qu'il y a très peu d'offres, il y a beaucoup de demandes, et puis, donc, il y a des petits malins qui vont mettre sur le marché des choses qui n'auront pas de rendement in fine. Donc, ni les assureurs, ni les banques centrales ne devraient investir dans des obligations qui n'auront pas de rendement in fine. Alors, on peut dire, finalement, les chiffres n'y sont pas. Je pense que si. Je pense que, alors, si on s'en tient au rapport au groupe d'experts de haut niveau sur la transition énergétique européen, ils ont chiffré, alors je ne sais pas d'où ça sort, il faut que je regarde en détail, 177 milliards par an d'investissement supplémentaires pour atteindre les objectifs de Paris. Donc on a du pain sur la planche. Si vous cherchez des futurs investissements possibles, là, il y a vraiment une source qui ne demande qu'à se faire jour. Merci. Merci vraiment beaucoup, Agnès. Avant que vous nous quittiez, Monsieur le Ministre, le Green von der Leyen Plan, vous le sentez à l'ECOFIN ou... Oui, je pense que ça va venir. J'ai proposé aux deux derniers conseils, aussi à l'informel à Helsinki au mois de septembre, qu'on fasse un traitement différent des investissements, je vais les appeler verts ou climatiques, dans le pacte de stabilité et croissance, sans que ça ait provoqué d'ailleurs de hurlements du Nord ou d'ailleurs, ce qui me rassure. Mais vous l'avez dit, et j'en ai parlé avec Gabriel Bernardino tout à l'heure, il faudra surtout éviter le greenwashing. Donc, parce que si on fait du greenwashing, on se ment à nous-mêmes, on crée un risque de bulle. Je n'avais même pas pensé à l'idée d'une bulle verte, mais ce risque existe. Donc il faut être vigilant. Mais c'est une piste. Alors, en plus, l'Europe, dans ce domaine, a beaucoup de choses à offrir. On est en avance, on a plus de conscience dans notre population. Donc on a un soutien de la population pour aller dans cette direction. Et ça, c'est formidable, parce qu'on a besoin... Alors, je peux vous dire, Greta Thunberg, ce qui me frappe dans les gens de ma génération, le nombre de gens qui disent « je déteste Greta Thunberg ». Et moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. C'est pas que je l'adore, mais ce qui est formidable, c'est que vous avez tous les jeunes l'adorent, et les moins jeunes, que nous sommes en grande majorité dans cette salle, la détestent. Mais ce n'est pas la bonne approche. Son message est simple, elle a mobilisé les jeunes. Et l'accord de Paris, c'est tous les jeunes et tous les vieux qui ont signé ça et qui sont tous d'accord. Il faut le faire. Donc on ne va pas se focaliser sur ce que dit cette personne. Regardez que des centaines de millions de jeunes de par le monde sont mobilisés par ça. Et c'est aussi quelque chose qui donne une ambition politique positive. Parce qu'à la fin du compte, moi je fais ce métier de politique que depuis 6 ans. Avant j'étais diplomate, je faisais des tas d'autres choses. Ce n'est pas facile d'être politique. Et quand on a une ambition pour améliorer les choses et que vous avez un sujet comme celui-là qui mobilise tout le monde, eh bien, il faut sauter dessus, c'est une opportunité. Et moi, je vais écouter ce que vous avez dit, je vais profiter de la vie, je vais vous quitter. Merci beaucoup, excusez-moi de partir. Merci beaucoup. Comme ça. Au revoir. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Au revoir. Merci. Alors, c'était pas forcément attendu, mais grâce à vous, Agnès, et la réaction du ministre, une piste sur comment investir de manière soutenable en direction du plus vert, etc. Je me tourne maintenant towards you, Félix. You are among the regulators and one of the main financial markets in Europe, and vous êtes dans un État membre. Le débat sur la politique monétaire, avec des taux d'intérêt très faibles, et très certainement la plus animée dans l'Union, car comme cela a été bien dit par Agnès, des gens semblent défendre leur cause. En tant qu'un Allemand et en tant que régulateur, comment est-ce que vous évaluez ces taux d'intérêt très faibles et même négatifs dans nos économies? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il pourrait aussi y avoir quelque chose à faire
pour tenir compte de cette nouvelle situation à travers une réorientation de la fonction d'investissement dans l'économie et des réglementations sur les activités en général de ce type. Okay. Don't say thank you. Let's come. Merci beaucoup. Revenons au niveau des réglementations financières pratiques. J'ai essayé de traiter d'un certain nombre de ces questions au cours du dernier panel, donc j'y reviendrai peut-être en partie. Bien sûr, j'ai écouté soigneusement au discours de Bruno Le Maire, et tout à fait compréhensible d'ailleurs, et tout à fait, il est légitime d'avoir un agenda politique pour mobiliser des ressources et des capitaux pour un objectif, pour des PME, PMI par exemple, pour le verdissement entre guillemets du système, dans la mesure où l'argent est fourni par le système financier, notamment par les compagnies d'assurance. En tant qu'investisseur institutionnel, le rôle des régulateurs, et j'insiste là-dessus, c'est que c'est parfaitement admis, mais pas à n'importe quel coût. C'est notre rôle d'insister que la façon dont les compagnies d'assurance investissent et qu'ils n'oublient jamais leur rôle de fiduciaire pour des millions et des millions d'épargnants qui ont confié parfois leurs économies de vie à une institution qu'on appelle pension, compagnie d'assurance, peu importe, qui ne sont pas censés faire ce qu'ils pensent faire ou ce qu'un ministre des Finances pense qu'il devrait faire. Donc, ce que fait une compagnie d'assurance doit assumer la responsabilité financière vis-à-vis de millions d'épargnants, et il ne faut jamais oublier cela. Et nous, régulateurs, nous sommes les fiduciaires de cette obligation. Et on n'oubliera jamais notre rôle, et toujours on contradira les agendas politiques si la réglementation financière est détournée pour des objectifs politiques en ne tenant pas compte des risques financiers, dans la mesure où c'est totalement conforme avec la gestion prudente d'un portefeuille, avec une valorisation prudente et également une approche de principe prudente qui est à la base de Solvability 2, on serait très heureux de soutenir ces démarches, et on le fait. Mais il faut observer cela de près. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, et Bruno Le Maire, je pense, l'a souligné aussi, il a parlé des actions boursières, j'irai encore plus loin que cela, et Gabriel en a parlé tout à l'heure, j'avais dit, c'est un débat totalement légitime dans le cadre de la revue de Solvabilité 2, de réexaminer le fait, à savoir si on a exagéré l'orientation du marché et si on a sous-estimé les primes de liquidité dans le cas des assureurs. Pourquoi? Car en fait, c'est un débat qui est totalement conforme avec la logique d'une réglementation prudente. Ce n'est pas une proposition qui dit « ne tenez pas compte des risques ». Mais en fait, c'est une chose très légitime, alors qu'aujourd'hui, effectivement, nous supposons, en étant dans le noir et le blanc, un petit peu que n'importe quel assureur pourrait lundi prochain liquider tous leurs actifs. C'est une hypothèse assez rigide pour valoriser quoi que ce soit. Je ne pense pas que ce soit forcément la bonne approche à adopter. Donc, dans ce sens, je suis tout à fait d'accord avec l'appel de Bruno Le Maire, qui est de réexaminer la façon dont on traite cela, mais j'insiste, il faut que ce soit traité de telle façon que ce soit conforme avec les risques financiers. Sinon, et je le répète, eh bien, on ferait une erreur énorme pour des millions d'assurés. Bon, ceci concerne maintenant la partie, je dirais, essentielle sur les exigences prudentielles, mais c'est quand même très important, je dois dire. Alors, sinon, bien entendu, ce sont des enjeux beaucoup plus pratiques. Après votre pause de l'été, vous avez connu quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Donc j'étais un petit peu... je m'ennuie par rapport à votre surprise que vous avez exprimée, monsieur l'animateur. J'étais très étonné en écoutant des personnes comme Jacques de la Rosière, etc.,
qui parlait d'une certaine manière qui, dans un cadre allemand, est une chose tout à fait normale, mais dans un cadre français, dans mon expérience récente, et je vous accueille au club, du fait de réexaminer les choses. Je suis tout à fait d'accord, franchement, mais c'est uniquement un débat monétaire qui est un petit peu en dehors des réglementations financières. Je suis tout à fait d'accord avec Jacques, c'est une question légitime de savoir si le benchmark de 2% dans le monde d'aujourd'hui est légitime pour tout ce qui est cible de l'inflation. Je doute que ce soit un objectif ou une cible pertinente dans le monde d'aujourd'hui, mais ce n'est pas à moi ou des personnes dans mon rôle de juger les débats monétaires ou macroéconomiques. Bien entendu, la principale préoccupation d'un point de vue réglementaire et de supervision, c'est de s'assurer que tant que les conditions du marché sont telles qu'elles sont, qu'elles puissent être dans l'erreur ou dans le juste, on peut en débattre de façon interminable. Tant qu'elles sont telles qu'elles sont, ces conditions, et vous devez opérer dans ces conditions, on doit jouer notre rôle, et vous aussi, vous devez jouer votre rôle pour qu'on s'assure tous que la solvabilité de toute institution soit maintenue en toute sécurité. Nous, en Allemagne, ayant été confrontés avec une telle situation pendant un certain nombre d'années, eh bien, nous avons introduit une sorte de réserve supplémentaire pour les compagnies d'assurance vie depuis maintenant 6 années de suite, qui est une sacrée charge pour un fardeau pour l'industrie. Mais on a quelques 70 milliards d'euros de volants pour les 80 quelques assureurs de vie, et ce qui donne un niveau de résilience très importante dans les bilans collectifs de ces sociétés. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. Non, ce n'est pas du tout le cas. Ça reste un challenge important qui va se poursuivre d'ailleurs sur les prochaines années. Il n'y a pas de limite temporelle là-dessus. En tout cas, cela nous donne à nous, régulateurs, et à des millions d'assurés, une confiance bien plus élevée, sachant que ce volant supplémentaire qui est obligatoire va rester comme coussin dans les bilans de notre secteur. C'est une chose très pratique qui a un niveau différent que pour ces débats macroéconomiques. En tout cas, je pense que c'est très important d'obtenir la confiance dans l'industrie des assureurs, car sinon, et je le dis, tout le reste, en quelque sorte, est vain. Donc, première chose, les choses les plus importantes, c'est que nous, par exemple, on essaye de sécuriser toutes sortes de différentes choses à différents niveaux, et je serais tenté de rajouter d'autres réflexions que ce soit sur les pensions, les retraites ou d'autres problèmes que vous avez abordés. Je ne vais pas le faire, car sinon, il faudrait que je parle encore une demi-heure, et ce qui ne serait pas adapté, je pense. En tout cas, c'est une gamme de problèmes très passionnantes dont il faut traiter à la fois sur le niveau opérationnel ainsi qu'au niveau plus réglementaire pour que les choses restent sûres. Bon, effectivement, plus de 30 minutes sur l'ensemble de vos idées. Moi, je retiens des choses que je trouve d'intérêt pour l'ensemble des parties prenantes ici, dans ce que vous venez de nous dire. Le devoir, vous appelez fiduciaire en anglais, de l'assureur, nous l'éprouvons vraiment comme un des fondamentaux de notre métier. On en a parlé ce matin, mais le ministre en a parlé aussi, c'est la capacité de garantir dans le très long terme, par exemple, la valeur de l'épargne. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, une des conséquences de la situation de taux, dont l'aspect négatif est quand même assez nouveau, hein, même en Allemagne, je pense, même si vous nous avez précédés, mais c'est que ça entraîne un conflit entre la bonne gestion de la compagnie d'assurance d'une part, et à un moment donné, le respect de ses obligations vis-à-vis des assurés. Et donc, moi, j'étais très intéressé de voir comment, dans le système allemand, vous étiez capable d'avoir quelque part des clauses de sauvegarde, des buffers, on dirait en anglais dans le texte, qui permettent d'éviter
ce type de conflit de légitimité et de passer éventuellement les moments les plus durs, y compris face à des périodes durables. D'ailleurs, je rappelle que dans Solvabilité 2, je crois que c'est assez utilisé sur le marché allemand, il y a des clauses qui permettent d'avoir une phase de transition de 20 ans pour arriver à être capable de mettre en œuvre ces disciplines. Est-ce que, je me tourne maintenant vers Bernard Delas, est-ce que pour les régulateurs, 15 ans, merci, 16. Est-ce que pour le régulateur français, Bernard Delas, est-ce que ce type de réflexion, ce type de piste, c'est quelque chose que vous partageriez, par exemple, avec l'autorité réglementaire qui est le Trésor? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on est dans une logique d'adaptation aussi de la réglementation dans cette nouvelle situation? Comment ça se présente? Est-ce que vous êtes sur la même ligne que Félix Houfeld, ou quels sont... Alors, d'abord, je partagerai avec Félix le fait qu'il faut s'adapter à la situation. Les taux sont bas, ils sont même devenus négatifs en France au cours de l'été dernier, et notre responsabilité de superviseur, et puis le rôle des assureurs qui sont dans la salle, c'est de gérer dans ce contexte, quel que soit, ça a été évoqué longuement, les raisons pour lesquelles on se retrouve dans cette situation, et comment on en sortira ou pas, plus ou moins vite. Alors dans ce contexte, peut-être rappeler très brièvement, parce que c'est quelque chose d'évident pour chacun dans la salle, quels sont les effets de ce contexte de taux très bas sur les métiers de l'assurance. En assurance non-vie ou en assurance vie, ça a pour effet de diminuer le rendement des actifs, de rendre nécessaire, notamment dans les branches longues, des provisions supplémentaires, et puis ça accroît le risque les risques auxquels les assureurs sont exposés, ce qui, par conséquent, dans les deux types d'activités, que ce soit la non-vie ou que ce soit la vie, a un effet qu'on a fortement observé au cours de l'été dernier sur la couverture des ratios de solvabilité. Alors, la première question qui se pose et sur laquelle je voudrais m'exprimer comme superviseur, c'est que effectivement cette chute impressionnante et à laquelle les observateurs et les analystes n'étaient pas nécessairement préparés de la couverture des ratios de solvabilité, est-ce quelque chose dont il faille se préoccuper, s'inquiéter? Alors bien sûr, comme superviseur, notre obsession, c'est d'éviter par tous les moyens qu'il y ait une défaillance ou que ce soit dans une société d'assurance européenne. Mais ayant dit cela, je pense que cette chute des ratios que nous avons observés au cours de l'été, elle est mécaniquement facile à expliquer, et d'une certaine manière, on a tous voulu Solvabilité 2. Solvabilité 2, c'est un indicateur qui, dans un cadre prudentiel qui est très sensible à tous les risques, qui doit réagir lorsque les taux baissent ou deviennent négatifs. Et je dirais, ce qui aurait été étonnant, c'est que les taux baissant à ce point-là, les ratios de solvabilité n'aient pas été affectés. Donc on est dans une situation qui, somme toute, est normale, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'en préoccuper, mais je ne crois pas que ces indicateurs signifient de Solvabilité 2 qu'il y ait une urgence absolue. On n'est pas dans une crise. On a simplement un indicateur avancé qui nous dit si le contexte de taux reste pendant des années et éternellement ce qu'il est aujourd'hui, eh bien, le modèle des assureurs sera tel quel, insoutenable. Donc, il faudra le modifier. Et vous avez le temps pour le faire. C'est ça le message que nous donne la chute des ratios de couverture que l'on a observés. Alors, ayant dit cela, quels sont les leviers sur lesquels les assureurs peuvent agir pour se préparer à affronter peut-être un contexte de taux durablement à ces niveaux voisins de zéro ou négatifs. Alors en assurance non-vie, il faut se préparer à vivre avec moins de produits financiers. Il faut par conséquent se recentrer sur la qualité de la souscription et puis augmenter progressivement, autant que la concurrence le permet, les tarifs. Donc l'adaptation progressive va être douloureuse pour les acteurs et pour les consommateurs,
mais elle est relativement aisée à entrevoir. C'est un tout petit peu plus compliqué lorsqu'on fait un focus sur le sujet que le ministre a beaucoup évoqué tout à l'heure, de l'assurance vie, et notamment de l'assurance vie collecte d'épargne. Et dans ce secteur de l'assurance vie collecte d'épargne, il y a des impératifs supplémentaires auxquels il faut se préparer et préparer les épargnants. Ils ont déjà été largement évoqués, et ce sont les priorités d'action du superviseur et les messages que nous diffusons. Alors, on ne se fait pas que des amis, ce faisant, hein, mais que nous diffusons régulièrement et répétons, hein, qui est peut-être un premier axe, une première priorité absolue, c'est que les rendements offerts par les produits d'assurance vie épargne, et notamment le fonds euro dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, sont des rendements qui sont insoutenables. Donc il faut les baisser. Et il faut les baisser alors plus ou moins rapidement, plus ou moins drastiquement, mais il faut les baisser. C'est bien sûr la décision de chaque acteur, parce que chaque assureur est par rapport à cette contrainte dans une position différente. Il devra le faire plus ou moins rapidement, mais si le contexte reste ce qu'il est, il faudra qu'il le fasse, parce que je dirais même le grand public peut le comprendre. Si vous investissez dans une obligation à 10 ans et que son rendement est négatif, vous ne pouvez pas lui offrir dans 10 ans 1,80 par an. Donc il y a quelque chose, on n'a pas besoin de solvabilité 2 même pour conclure ça. Donc ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est que les assureurs, et c'est naturel, sont tentés pour gérer la situation de faire porter dans une offre de produits alternatifs le risque par leurs clients. Donc il y a un transfert des risques sur les clients. Et comme superviseur, nous sommes chargés de la protection du consommateur. Et donc nous sommes très très attentifs, et on sera de plus en plus attentifs à ce que lorsqu'on incite des clients des sociétés d'assurance à passer du tout garanti au tout risque des unités de compte, eh bien, il y a des précautions à prendre en termes d'information et de conseils aux clients. Ça sera notre deuxième priorité. Et puis le troisième élément qui a aussi largement été évoqué, c'est qu'il faut se préparer à réinventer, dans ce contexte de taux très bas, le métier de l'assurance, à le réinventer, ou peut-être même, dans un certain nombre de cas, à le redécouvrir. Parce qu'au fond, ces taux bas, et notamment lorsqu'ils sont négatifs, si on les regarde du point de vue du marché, du client, du grand public, de l'épargnant, dont Félix disait tout à l'heure à juste titre qu'il faut le protéger et l'écouter, hein, quels sont ses besoins, quelles sont ses préoccupations. Ces taux bas, ils signifient aussi un pessimisme ambiant sur ce que le monde sera demain. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Agnès disait, vous avez de l'épargne, il faut que vous la consommiez. Mais c'est probablement pas ça le réflexe de la majorité des épargnants. C'est plutôt le réflexe inverse, qui consiste à dire, dans ce contexte, il faut que je me protège, il faut que je trouve encore plus de sécurité. Et c'est là que je voudrais vous inviter à une réflexion comme assureur, parce que le métier des assureurs, c'est de vendre des garanties, c'est de vendre de la sécurité. Et si je faisais un raccourci un peu rapide, il y a le métier des assureurs, ce n'est pas de vendre des unités de compte, c'est de vendre de la sécurité, donc de la prévoyance, donc des garanties qui correspondent à ce que, au fond, dans ce contexte qui, je l'espère en tout cas, ne durera pas éternellement, qui correspondent à un vrai besoin de la clientèle et de l'épargnant, qui est un besoin de garantie et de sécurité. Et puis Xavier me fait signe qu'il faut que j'aille vite, donc peut-être encore deux mots, et deux mots notamment sur les adaptations réglementaires qui sont nécessaires, hein, sans doute pour que la réglementation accompagne, hein, ce changement de paradigme, hein, aussi bien en Europe qu'en France. Alors en Europe, on a une directive solvabilité 2, Gabriel le sait, nous ne sommes pas favorables à ce que les exigences qui pèsent sur les assureurs européens soient accrues. Hein. Par contre, il y a quelque chose qui est essentiel dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, c'est que l'indicateur que constitue ce fameux ratio de couverture de la solvabilité soit un indicateur qui veuille dire quelque chose, et qui veuille dire quelque chose d'identique à travers toute l'Europe.
il serait très grave que cet indicateur, dans tel pays européen, signifie que tout va bien, et dans le pays voisin, signifie que tout va mal. Donc, je pense qu'il est très important de se focaliser sur ce sujet et de tout faire pour qu'au niveau européen, on converge vers des méthodes qui soient véritablement harmonisées pour que notre thermomètre signifie la même chose à travers toute l'Europe. Et puis, dernier point, mais ça a été déjà largement évoqué, il faut aussi probablement aménager et préparer pour ce nouveau contexte de taux la réglementation française qui compte beaucoup sur la vie quotidienne des assureurs que vous êtes. Et là, ce sont les débats des semaines et des mois qui viennent, et j'étais très intéressé par les propositions de Félix de regarder comment les Allemands ont pris des problèmes qui, au fond, ressemblent à ceux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sur le marché français. Merci vraiment beaucoup, Bernard. Alors, je suis vraiment désolé, mais on vous a écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt, tous. Mais du coup, c'est ma faute, c'est passé le temps, et donc je prie le public de me pardonner, de le frustrer de sa capacité de poser des questions. En revanche, je lui demande de remercier nos panélistes parce qu'ils ont vraiment couvert l'ensemble du sujet et c'était pas facile. Félix.